Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier café de l'innovation organisé par la Banque de l'innovation du Crédit Agricole Toulouse 31 en partenariat avec la Mêlée numérique. Vous le savez, nous aurions dû nous rencontrer physiquement, mais le contexte sanitaire a nécessité que l'on s'adapte avec ce format à distance. Je suis Nicolas Palomba, chargé d'affaires entreprises innovantes à la Banque de l'innovation du Crédit Agricole Toulouse 31, et j'aurai le plaisir d'animer ce live sur l'accompagnement en fonds propres des entreprises à fort potentiel du territoire, en compagnie de Romain Fèvre, Grand Sud-Ouest Innovation, bonjour Romain, et de Nicolas Michel, le cofondateur d'Axonote. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à ce live. Je vous propose, dans un premier temps, messieurs, de vous présenter, et puis nous échangerons ensemble sur le thème et sur votre expérience commune. À distance, vous pouvez nous poser vos questions. Nous y répondrons dans une dernière partie. Romain, je vais te laisser la parole et je te propose de nous en dire plus sur Grand Sud-Ouest Innovation et sur ton métier. Merci Nicolas, merci à tous, merci aux membres de la Mêlée numérique pour cette invitation et cet événement. Je m'appelle Romain, je suis responsable du fonds Grand Sud-Ouest Innovation qui opère sur le segment du capital risque, un fonds de filiale du Crédit Agricole. Je voulais juste peut-être faire une petite aparté au début. Je pense que les auditeurs voient la présentation en même temps que nous. Je voulais mettre à l'honneur un peu la tech française, notamment sur 2019, puisqu'il y a un bilan qui a été assez riche en matière d'innovation, en matière de capital innovation. Vous pouvez passer, ouais. Encore, s'il vous plaît. Hop, merci. Donc, très rapidement, vous mettre en avant le... C'est juste au-dessus. Ouais. Voilà, vous mettre en avant effectivement 2019 comme une année record au niveau de l'investissement en capital innovation. Alors, d'une part, auprès des business angels, on le voit très clairement, il y a une reprise très nette des montants qui ont été investis après une année boursière difficile en 2018, qui permet d'atteindre à nouveau des niveaux records, des niveaux historiques sur les 10 dernières années de la part des business angels qui soutiennent vraiment l'écosystème de start-up. On le voit également au niveau des opérations. Et ceci donc, provient d'une étude tirée de France Investissement. On est sur principalement des opérations en pré-seed ou en seed, des opérations qui vont en général de 100 000 euros à 500 000 euros, qui vont concentrer donc, la majeure partie des opérations pour des business angels. Côté fonds d'investissement, la tendance est la même. On est sur une année record, un grand cru en capital innovation, puisqu'on le voit au niveau des montants investis et des entreprises qui ont été accompagnées, on est en général sur un rythme de plus 40% sur les montants qui ont été investis par rapport à 2018 et plus 20% en moyenne sur les entreprises qui ont été accompagnées. Donc vraiment une année record sur 2019 en capital innovation. Au niveau des opérations, pareil, sans surprise, il faut le dire, l'amorçage et l'early stage. Donc l'amorçage, ça représente les opérations en pré-seed et en seed, et l'early stage, les opérations en série A et en série B restent prépondérants en venture capital en France, avec la majorité des opérations qui sont inférieures à 5 millions, donc environ 40%. On remarque néanmoins que l'écosystème de start-up en France est de plus en plus attractif, notamment auprès des fonds, alors que ce soit français ou investisseurs étrangers, avec de plus en plus d'opérations au-delà des 5 millions, donc des séries C, des séries D, etc. Je vous ai également tiré une autre source qui est un article de Madines qui fait un bilan effectivement d'innovation sur 2019. Alors les chiffres ne sont pas exactement les mêmes parce que ça va dépendre des retraitements qu'on va avoir sur les opérations, notamment les grosses opérations qui peuvent être assimilées à du capital développement. Mais on voit globalement effectivement qu'on est sur une année record, 2019, que ce soit en termes de montant investi, on va jusqu'à plus 40% par rapport à 2018 en termes de montant investi, et pareil au niveau des opérations. Voilà, et pour finir un peu sur ce petit bilan, avant de passer à la présentation de Grand Sud-Ouest Innovation,
Je voulais vous faire un petit scan visuel et graphique des plus grosses levées de fonds qui ont été opérées en 2018 et 2019. On le voit à l'écran, sur 2018 et sur 2019, les levées de fonds ont progressé en montant sur le top 10. On le voit notamment sur 2017 sur le graphique devant vous. Actility, qui était la plus grosse levée de fonds en France en 2017, ne représente en montant que la 6e plus grosse opération en 2018. Sur 2019 également, on progresse encore au niveau des opérations. On le voit sur le graphique suivant, où là, la plus grosse levée de fonds a été trustée par Miro, donc avec plus de 200 millions donc, en 2019. Je ne peux pas encore vous livrer le graphique 2020 puisque l'année n'est pas finie. Je citerai néanmoins il y a quelques jours l'opération Miracle, puisque la start-up, qui n'en est plus une à proprement parler, mais a levé 300 millions de dollars auprès d'un très gros fonds d'investissement de la place, soit 255 millions d'euros. Donc on est vraiment sur une très grosse opération. Ça fait de cette société le record en termes de levée de fonds française, pour la tech française. On peut également citer Conto, on peut également citer Doctolib, Content Square, Ecovadis. Il y a eu plein de levées de fonds dans ces ordres de grandeur-là, ce qui montre très clairement qu'on est sur une mouvance et une tendance croissante malgré le contexte sanitaire qui reste inédit. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter Grand Sud-Est Innovation, notre façon d'opérer, je voulais juste faire un focus très rapide sur notre ADN innovation au sein du Crédit Agricole. Ça rejoint effectivement l'ADN que souhaite porter, que souhaite insuffler au sein de la mêlée numérique. On a une galaxie innovation qui est très solide, un écosystème qui est complet, avec un ensemble de projets, d'initiatives qui ont été portés par l'ensemble des entités du groupe Crédit Agricole. Comme on peut le voir sur la slide suivante, la galaxie innovation du Crédit Agricole, le Crédit Agricole a un ADN innovation qui est très fort. Le Crédit Agricole a très vite compris et a saisi l'importance capitale de prendre le virage numérique, de se transformer digitalement. Et donc ça se traduit par l'ensemble de ces initiatives sur le territoire, pour l'ensemble des entités. Alors bien sûr, on peut citer le Village by ICA, qui est un réseau unique d'accélérateurs en France. Bien évidemment, la Banque de l'Innovation qui propose des outils de financement vraiment spécifiques aux startups du territoire, en l'occurrence du territoire du Grand Sud-Ouest. Encore GSO Innovation, bien sûr, j'y reviendrai après. On peut également citer donc, les manufactures digitales, telles que le CA Store, l'atelier digital CAC D2 ou encore le Digilab, qui sont en fait des initiatives qui vont permettre de concevoir et de co-construire des solutions digitales innovantes au sein du groupe Crédit Agricole pour ses clients et pour ses collaborateurs. Je pourrais également parler de la Fabrique by ICA, qui est un startup studio en fintech pour penser la banque de demain. Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble des initiatives que je vous présente aujourd'hui qui montrent effectivement que la transformation digitale est au centre des enjeux, encore plus aujourd'hui avec la situation sanitaire. Alors, Grand Sud-Ouest Innovation, on va rentrer dans le vif du sujet. On se caractérise de 3 manières. Grand Sud-Ouest Innovation a été créé en 2018. Donc c'est relativement récent. On est historiquement connu pour Grand Sud-Ouest Capital, qui est un acteur du capital développement et de transmission reconnu depuis plus de 30 ans sur le territoire du Grand Sud-Ouest. Et pour soutenir toujours plus et localement donc, les entreprises régionales, que ce soit les startups, les PME ou encore les ETI, a été décidé au sein du Crédit Agricole de créer un fonds de capital innovation qui est Grand Sud-Ouest Innovation et puis un fonds de dette privée qui s'appelle Grand Sud-Ouest Financement. Et donc Grand Sud-Ouest Capital, Grand Sud-Ouest Financement et Grand Sud-Ouest Innovation sont toutes 3 des filiales du Crédit Agricole qui ont un actionnaire exclusivement composé des caisses régionales du Grand Sud-Ouest, ce qui fait de nous donc un investisseur partenaire de proximité. Donc toutes les décisions sont prises localement au bénéfice des startups régionales. Le deuxième point important, ce qui fait notre identité et notre ADN, c'est le fait qu'on soit un investisseur partenaire de long terme. Contrairement à certains fonds, nous n'allons pas avoir de contraintes au niveau de la durée d'investissement, ce qui fait qu'on recherche des partenariats durables et on a avant tout la volonté de contribuer à la réussite du projet et de participer à la création de valeur. Dernier point, et pas des moindres, on se considère comme un partenaire qui s'engage puisqu'on investit uniquement sur nos fonds propres, sur les projets accompagnés.
Alors sur la politique d'investissement, elle se traduit au niveau de 4 piliers sur les opportunités d'investissement que nous regardons et les startups que nous ciblons. Tout d'abord, le pilier équipe et vision. Nécessairement, on attend de rencontrer une équipe qui soit, si possible, complémentaire et qui ait une expérience approfondie dans le secteur en question et qui, en plus de ça, et surtout le plus important, partage une vision commune et une ambition forte pour porter ce projet. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le pain and product, pain et produit, qui en fait sert à montrer, à mettre en avant les points de différenciation, qu'ils soient fonctionnels et techniques ou technologiques, du produit ou du service que vous proposez. Donc il y a une proposition de valeur qui soit forte et qui permette vraiment de se différencier par rapport à la concurrence existante et de prendre des parts de marché. Le troisième point, c'est la partie marché. Nécessairement, on s'attend à ce que la start-up soit positionnée sur un marché qui présente des perspectives de développement importantes, qui soient fortes. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie gestion et opération, si on pourrait l'appeler comme ça. C'est montrer sur la base notamment de ce qui s'est passé, de l'historique, et puis également du projet de développement qui est présenté. On a montré qu'il y a des perspectives de croissance qui sont fortes, et bien évidemment, qui permettent d'atteindre la rentabilité. Alors voilà, là, ça retrace d'une certaine manière ce que je viens de vous dire. Donc les quatre points, les 4 piliers des startups que nous ciblons conformément à notre politique d'investissement. Je pourrais rajouter effectivement sur les levées de fonds, et on y reviendra après au niveau des modalités d'investissement du Fonds Grand Sud-Ouest. Il faut que ça soit bien évidemment un besoin identifié, puis on va y revenir avec Nicolas et Nicolas, sur le fait qu'il faut que ça soit très clairement identifié. On ne lève pas pour lever des fonds. Et en l'occurrence, là, on est sur des levées de fonds, on l'a dit, en amorçage, post-amorçage ou en early stage chez Réa et série B, pour industrialiser et pour commercialiser. Graphique, alors un peu complet, mais c'est pour montrer, et ça, cette présentation pourra être communiquée ultérieurement si besoin, il n'y a pas de problème. C'était pour vous montrer concrètement, en le matérialisant parmi différents milestones, donc d'un point de vue financier, d'un point de vue produit ou d'un point de vue commercial. Le but étant de montrer que notre scope au niveau de l'investissement se situe plus sur la droite du graphique, donc sur des opérations en CID, des opérations en série A ou en série B. Le but est de montrer effectivement qu'il y a un modèle économique qui est à minima éprouvé, qui prend des perspectives commerciales abouties ou importantes, et à côté de ça, ce qu'on appelle un product market fit qui soit atteint. Donc montrer effectivement que l'intérêt par le marché a été saisi, que le marché comprend ce que vous proposez, qu'il le consomme et qu'il le recommande. Sur les modalités d'investissement, ça retrace notre politique. Donc, comme je l'ai dit, on intervient sur du post-amorçage, donc sur des opérations en seed, en série A ou en série B, toujours en co-investissement. Alors, chose que je n'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais on intervient conjointement, potentiellement, aux côtés des structures de capital investissement des caisses régionales, ce qui permet potentiellement de doubler la mise sur une opération, et également d'autres investisseurs, que ce soit business angel et ou autres fonds d'investissement régionaux ou nationaux. Sur le format, donc on est sur tout type de valeur mobilière à partir du moment où ça donne accès à une prise de participation qui est minoritaire, je le précise, au sein de la société. Ça peut être des actions, des obligations convertibles ou un mix des deux. Sur le montant, et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de notre ADN, on va être principalement sur des montants tels que définis en tant qu'investisseur régional minoritaire, donc à savoir entre 50K et 300K, en un ou plusieurs tours de financement. Donc on est vraiment sur un engagement minoritaire, sachant, comme je l'ai dit, que la mise peut être doublée avec la structure de capital investissement des caisses régionales, donc potentiellement effectivement aller jusqu'au double. Et comme je l'ai dit, très important, on est sans contrainte au niveau de la durée d'investissement, donc on est adapté au cycle de vie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on favorise vraiment un climat de confiance et d'équilibre et de stabilité au sein de l'actionnariat pour un développement durable de la société. Enfin, au niveau de l'accompagnement, nécessairement, la gouvernance et les relations au sein d'une aventure commune sont actées à travers un pacte d'actionnaires, avec notamment une représentation dans les organes sociaux. On y reviendra tout à l'heure en tant que censeur, et puis également un accompagnement du management via son réseau. Voilà, dernier point, avant que l'on puisse discuter d'une opération d'investissement régionale.
avec une startup à fort potentiel de développement, c'est peut-être refaire un focus sur le processus d'investissement qui peut paraître un peu nébuleux pour certains. Le but est de repréciser effectivement le processus. On est sur un processus qui prend du temps, nécessairement, puisqu'on est sur une opération sur mesure pour une start-up régionale. On passe par une première étude qu'on pourrait appeler étude préliminaire. Donc on reçoit le dossier, on établit potentiellement un premier contact si les critères d'éligibilité sont respectés, sont conformes à notre politique d'investissement. À partir de là, le dossier est présenté en comité d'équipe. Là, on va avoir un premier go-no-go. On présente ensuite le dossier en comité consultatif, où là, on va rentrer dans une analyse plus approfondie de la société. Donc ça, cette étape peut prendre 2 à 4 mois. Enfin, le but étant, si on a eu un go sur cette analyse approfondie, de le présenter en comité d'investissement, où là, on va statuer de manière actée, de manière définitive sur la volonté de se positionner sur une opération. À partir de là, ou en parallèle de ça, vont commencer à être négociées donc les différentes documentations juridiques pour statuer, pour définir la relation que l'on veut entre les dirigeants et le fonds d'investissement. À côté de ça, effectivement, il va y avoir ce qu'on appelle des due diligence, qui sont des audits qui vont être menés sur différents points, d'un point de vue financier, d'un point de vue social, ou encore d'un point de vue fiscal, ou encore technique, pour effectivement s'assurer de l'investissement qui pourrait être réalisé. L'investissement réalisé, en général, on est sur un processus qui va durer entre 6 et 9 mois, donc il faut bien l'avoir en tête. C'est un processus qui prend du temps pour les dirigeants, pour cette opération à mener. Et puis après, on va dire le plus simple, entre guillemets, a été fait, puisque le plus important, au final, ça va être le suivi de la participation, avec un accompagnement donc, stratégique et opérationnel donc, qui se fait au jour le jour, effectivement jusqu'à une sortie potentielle qui peut être envisagée à X années, comme on l'a dit, sans contrainte de durée d'investissement. Le but n'étant pas de rajouter un facteur de stress supplémentaire aux entrepreneurs qui ont d'autres choses à gérer que de gérer le calendrier d'un actionnaire financier. Peut-être pour finir, pour que vous ayez une vue d'ensemble, voici les startups que l'on accompagne. Donc, il y a aujourd'hui une dizaine de sociétés de participation, dont Axonote, qui sont présentes sur tout le territoire du Grand Sud-Ouest, autant à Toulouse qu'à Bordeaux, ou encore dans le Pays Basque. Super, merci Romain pour cette présentation donc de GSOI et puis du métier. Ça nous a déjà permis de mieux vous connaître et de mieux comprendre aussi le process d'accompagnement en fonds propres. Je pense qu'on y reviendra au cours de l'échange avec l'exemple d'Axonote. Nicolas, avant de commencer cet échange, je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes ta solution et puis surtout que tu nous expliques comment le financement de ta croissance a nécessité la recherche d'investisseurs et puis donc l'accompagnement en fonds propres. Ça marche. Merci Nicolas, merci Romain, merci à tous. Alors tout simplement, Axonote, qu'est-ce que c'est ? Axonote, c'est une solution en ligne pour permettre aux entrepreneurs de gérer toute leur entreprise. Dit peut-être plus simplement, notre but c'est de faire gagner du temps aux entrepreneurs. Si vous en avez marre de jongler entre 10 fichiers Excel et de faire des copier-coller toute la journée, voilà, on vous propose Axonote en ligne, accessible de n'importe où. Une solution pourrait gérer votre portefeuille client, faire des devis en quelques clics, transformer ces devis en factures voilà, en 2 clics, se connecter à la banque pour voir si la facture est réglée ou pas, selon le cas éventuellement faire des relances. Et la même chose côté fournisseur, donc vraiment offrir une vision à 360 de votre entreprise dans un seul et même outil. Alors, au début de l'aventure, on a été très bien accompagné par la Banque de l'Innovation, mais au bout d'un moment, en 2018, on avait quelques centaines d'entreprises clientes et un problème puisqu'on a un décalage de trésorerie lors de l'acquisition client. Et donc, pour aller plus loin, il nous fallait tout simplement des fonds si on voulait maintenir notre croissance. On avait le choix entre diminuer la croissance, continuer de façon un peu plus tranquille, ou alors attaquer ce marché de façon encore plus forte, un marché qui nous tendait les bras, puisqu'on avait de plus en plus de croissance. Donc on a assez logiquement fait le choix de l'accompagnement en fonds propres pour aller plus loin.
Et cette recherche d'investisseurs, voilà, ça a été quelque chose de... Quand Romain a dit, le process était assez long, mais déjà la phase de recherche qui a suivi la phase de décision, voilà, ça a duré longtemps, vous avez rencontré plusieurs investisseurs, comment ça s'est passé de ce côté-là? Oui, tout à fait. Ben, on a fait le tour, hein. C'était pour nous une première levée de fonds. C'est d'ailleurs la seule pour l'instant pour nous. Donc on a rencontré différents fonds, fait un peu le tour des choses pour mieux cibler. Effectivement, au stade où on en était, il nous fallait vraiment un fonds d'amorçage. Donc ça a aussi limité le choix, puisqu'on a eu pas mal de monde qui nous a dit de revenir plus tard. Et c'est là qu'on a rencontré GSO. Alors, tout le monde le dit, Romain l'a dit, effectivement, ça prend du temps. Voilà, c'est important de le savoir. Et puis, mais c'est autre chose aussi de le vivre. Surtout que quand on a une société à faire, une boîte à faire tourner, et qu'on est pris par plein de choses. Et souvent, voilà, quand on est une start-up, qu'on existe depuis pas longtemps, voilà, le temps n'est pas perçu de la même façon de part et d'autre. En plus, je crois qu'on a, Romain l'a dit, hein, c'était 2018 le lancement. Nous aussi, c'était 2018. C'était peut-être un peu le début, un peu des nouvelles choses. Mais voilà, nous, ça a pris 9 mois à partir du moment où on a envoyé toutes les documentations, le deck, on a commencé les discussions sérieuses. Donc, on va dire, avec les premiers contacts, ça a mis quasiment 1 an. Et pour être transparent là-dessus, c'est vrai qu'à un moment, on avait un peu perdu espoir. Hein. On se disait, mais ça se fera pas, c'est pas possible, voilà, parce que le temps est perçu de façon différente et voilà, il faut s'accrocher. Ok, on reviendra sur le process un petit peu plus en détail, mais déjà sur le temps, premier indicateur, extrêmement important de ne pas être contraint par les délais, hein, c'est ce que vous dites tous les deux, ça prend du temps, donc il faut déjà anticiper ce timing-là et donc avoir aussi suffisamment de ressources pour pouvoir, je dirais en quelque sorte, avoir le cash burn nécessaire pour que la levée se mette en place. Parfait. Romain, donc, on revient un peu sur ce timing. Tu en as parlé sur ton deck et sur la présentation. Plus concrètement, quels seraient peut-être les critères qui vont vraiment faire que c'est le bon moment de venir voir GSOI ou dans un autre terme, quand est-ce qu'il faut venir vous voir ? Oui, merci Nicolas pour la question. Effectivement, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Il n'y a pas de bon moment dans la mesure où, en fait, il faut venir nous voir le plus tôt possible. Hein, à partir du moment où, effectivement, il commence à y avoir des premiers retours marché pour pouvoir initier donc, une relation dans le temps et puis après décréter et voir ensemble quel est le meilleur moment pour lever. Il ne faut pas nécessairement attendre d'avoir un ensemble de retours marché qui soit positif pour venir me voir. Hein. On pourra communiquer effectivement mes coordonnées à la fin de cette table ronde. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même un SMS, un coup de téléphone pour vous présenter votre projet, quelle que soit la maturité technico-commerciale, et voir ensemble justement quel est le meilleur moment pour qu'on puisse intervenir par rapport à notre politique d'investissement. Ok, donc effectivement, plus le projet est pris en amont, plus vous pouvez aussi accompagner le porteur de projet ou l'entreprise dans sa stratégie de levée de fonds et aussi pouvoir mettre en situation l'entreprise pour être prête pour lever des fonds en termes d'activité, de retour marché et aussi de besoin peut-être. C'est important de bien chiffrer le besoin. Tout à fait. Le besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit un besoin qui soit clair, qui soit acté. On ne lève pas des fonds pour lever des fonds, car comme on l'a dit, c'est un processus qui prend du temps. On est sur un processus personnalisé, donc un produit sur mesure pour une start-up, en l'occurrence start-up régionale, à fort potentiel de développement. Nécessairement, il faut que le montant soit acté. Si le montant n'est pas acté, ça veut dire que la vision de l'entrepreneur ou des dirigeants n'est pas claire et donc du coup les objectifs stratégiques qui en découlent pour atteindre cette vision n'est pas bien définie. Donc du coup la traduction chiffrée au niveau du BP et donc de la définition du besoin de financement n'est pas définie. Donc très nécessairement, à partir de là, il nous est difficile de pouvoir intervenir car il faut que le BP soit clair et donc du coup que l'histoire soit claire.
Sur ce sujet BP, Nicolas, on n'en avait pas plus parlé, mais effectivement, pour vous, ça a été une phase importante, une phase qui a été vue, revue, avec, entre vous, les cofondateurs, vous vous êtes fait assister de conseils peut-être pour constituer ce BP. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, c'était effectivement, au moment où on a levé, on avait justement cette vision claire de pourquoi on levait. On avait déjà donc quelques centaines d'entreprises clientes. On avait une méthode d'acquisition qui avait fait ses premières preuves, même si bien sûr elle reste à itérer, à affiner. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, on a un peu de chance, voilà, avec notre business model, où le BP, on n'a pas forcément eu besoin d'accompagnement. C'était assez clair la façon dont on voulait avancer sur le dossier. Donc on a constitué notre dossier. Bon, on a échangé effectivement avec les investisseurs potentiels dessus, mais on a fait relativement peu d'itérations, puisque j'ai envie de dire le cap était bien défini. Donc on avait cette chance au niveau de notre façon de fonctionner. Et d'ailleurs on parlait de retour d'expérience. Effectivement, sur cette partie-là, on a dû le défendre aussi un peu auprès des auditeurs. On en parlera peut-être plus tard plus en détail, qui était nécessaire pour les investisseurs. Voilà, là aussi une chose où on le sait, hein, on n'a pas découvert ça, mais encore une fois, c'est différent, je trouve, de le savoir et de le vivre. Ça fait un petit peu râler quand on doit payer pour un audit qui, de notre point de vue, n'apporte pas forcément de valeur, mais qui est nécessaire pour les investisseurs d'avoir directement une partie de la levée qui part dans ce genre de choses et de frais en général. Ok, alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc déjà, simplement, un timing à respecter, de la clarté. Et là, effectivement, on s'aperçoit que naturellement, quand on est dans le bon timing, et finalement, ce n'est pas si compliqué en quelque sorte de réaliser son BP et de vous entendre entre investisseurs et entreprises. Donc ça, effectivement, c'est une première chose assez intéressante. Donc, on va revenir un peu plus sur l'expérience, Nicolas. Donc, on a déjà un petit peu compris qu'il fallait s'y préparer. Donc, je compte sur toi pour donner quelques conseils sur les investissements et cette politique d'investissement à nos auditeurs. Plus clairement, comment vous avez vécu cette expérience? Quelles ont été les phases les plus compliquées? Voilà, en clair et concrètement, bon, on sent déjà qu'il y a une notion de timing, mais voilà, comment vous avez vécu cette expérience? Alors, oui, non, c'était pas un long fleuve tranquille, hein. Il faut être clair là-dessus. Il faut bien s'y préparer, mais je pense que même quand on a les idées claires et qu'on a bien préparé les choses, voilà, il y a des points qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et là, ça va être plus compliqué, mais il faut aussi un peu de chance, hein, tout simplement pour rencontrer les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour débloquer la situation. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est vraiment de clarifier sa vision, d'exposer pourquoi on veut lever ses fonds. Puisque c'est vrai que même autour de nous, on en voit qui lèvent des fonds parce que c'est la suite logique de l'aventure startup. Mais effectivement, c'est un argument extrêmement faible, surtout auprès de gens qui veulent investir. De ce qu'on a vécu, encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste, donc je donne mon retour d'expérience sans vraiment pouvoir donner de conseils dans l'absolu. Mais c'est vraiment d'expliciter cette vision à 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent qui va nous être confié et pourquoi on en a vraiment besoin. Super. Donc encore une fois, de la clarté, le besoin. Nicolas a évoqué, et ça c'est propre bien entendu à la levée de fonds en général, donc quels que soient les fonds bien entendu. Nicolas a évoqué cette phase d'audit. Tu l'évoquais aussi, Romain, dans ta présentation. Est-ce que plus concrètement, tu peux nous expliquer à quoi correspond cette phase-là?
pourquoi elle est si importante pour les fonds. Et puis après, peut-être venir compléter les propos de Nicolas sur ce paramètre coût qu'il faut intégrer effectivement dans cette levée. Oui, tout à fait. Sur la partie, ce qu'on appelle due diligence ou effectivement audit, qui sont un ensemble de vérifications qui viennent à la suite en fait du premier processus, de la première étape du processus d'investissement, à savoir la présentation du dossier en comité d'investissement. Bien souvent, effectivement, cela repose sur un ensemble de documents qui nous ont été communiqués de la part des dirigeants et sur aussi des éléments déclaratifs. Et au final, les audits viennent confirmer, effectivement, mais bien plus en détail, avec une granularité bien plus fine que ce qu'on a pu avoir jusque-là, les différents aspects, que ce soit financier, social, fiscal ou encore juridique et technique, pour bien s'assurer effectivement que l'opération est conforme à notre politique d'investissement et qui, bien évidemment, va confirmer notre désir d'y aller. Sur la partie audit, effectivement, c'est un coût qui est non négligeable, nécessairement. Après, il faut voir aussi que c'est une opération qui peut être considérée comme structurante, puisque les conclusions des différentes audits vont être synthétisées sous forme de recommandations aux dirigeants. Donc, cet audit peut, à un moment donné, influencer la bonne fin d'une opération et mettre en avant, je dirais, d'éventuelles difficultés comptables ou structurelles qui n'avaient pas été évoquées en début de levée, et donc que cette levée soit aussi, à un moment donné, décalée, voire ajournée. Ça, c'est un point important. Jusque-là, par expérience, effectivement, sur l'ensemble des dossiers qui ont été présentés en comité d'investissement, jusqu'à effectivement à l'acte de l'investissement lui-même, via les audits, on n'a jamais eu le cas. On a bien évidemment eu des points de vigilance qui ont été soulevés lors des audits, que ce soit sur l'audit financière, sur la sociale, la fiscale, juridique ou encore technique, qui sont l'ensemble des principales audits qu'on peut demander et qu'on ne va pas demander nécessairement à chaque fois. Et en l'occurrence, ces points de vigilance qui sont soulevés vont être bien évidemment communiqués aux dirigeants. Le but, c'est d'opérer une action correctrice sur ces points de vigilance pour qu'ils soient corrigés donc, très rapidement. Et qu'il n'y en ait plus, tout simplement. Donc en l'occurrence, jusqu'à là et par expérience, on n'a pas eu le cas, effectivement, ça a été deal breaker, et ce qui a fait que l'opération a été annulée ou décalée. Et donc, Nicolas, suite à cette phase d'audit et de due diligence, au-delà, je dirais, du coût que vous n'aviez pas anticipé, est-ce qu'elle a mis en avant des éléments qui vous ont quand même permis d'avancer et qui vous ont quand même permis de revoir certains points dans la structure? En quelque sorte, au-delà du coût, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, cette phase d'audit? Alors, on n'a pas découvert de nouvelles choses à proprement parler. L'audit a en effet souligné, on va dire, puisqu'on a eu au moins le rapport d'audit, a souligné des points de risque, effectivement, mais c'était des risques que l'on connaissait, des risques choisis et assumés. Donc voilà, à ce niveau-là, ça a donné lieu à de nouveaux échanges avec GSO pour clarifier ces points-là. On n'a pas forcément changé les choses, mais au moins les choses étaient bien posées. Voilà. Mais de notre côté, j'ai envie de dire que c'était déjà quand même pas trop mal identifié. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. C'est parce que pour nous, il n'y a pas eu de révélation à ce niveau-là après l'audit. Mais je reconnais que voilà, ça a souligné des points qui n'avaient pas forcément été abordés au préalable avec l'investisseur, même si nous, on les connaissait. D'accord. Donc finalement, c'est malgré tout une phase qui a été plus qu'utile, à la fois confirmer, bien entendu, l'investissement, et puis pour vous, de venir souligner et de venir effectivement confirmer les points d'attention. Donc, pas de surprise pour vous, et tant mieux, mais ça peut être le cas pour d'autres, il peut y avoir des interrogations. Mais en tout cas, ça a permis de bien montrer que vous étiez en phase et qu'il n'y avait pas de surprise dans la structure. Et ça, je pense que c'est effectivement très, très important.
Nicolas, sur cette phase de levée, d'autres points sur lesquels tu veux revenir, à proprement parler sur la phase de levée, je dirais ou... Sur la phase de levée elle-même, non. Effectivement, on parlait de l'audit et du BP. Comme je disais, voilà, ça a permis de reconfirmer le BP. Là aussi, on a discuté sur le BP, de valider qu'il était a priori correct, enfin qu'il n'était pas absurde par rapport à ce qui avait été fait auparavant. Romain, même question, est-ce que toi tu as des points sur lesquels tu veux revenir plus concrètement sur cette phase d'audit ou sur cette phase de levée de BP où tout a été dit? Non, tout a été dit. Vraiment, le point essentiel pour moi, c'est mon avis personnel, même au-delà de ça, en tant qu'investisseur professionnel, c'est vraiment la vision des choses, la vision de votre projet de développement, le projet que vous portez. Il faut nécessairement qu'on adhère à cette vision, à cette histoire que vous voulez écrire. Et donc, du coup, au BP, qu'on achète d'une certaine manière. Et donc, effectivement, il faut s'assurer que le BP soit réalisable, soit maîtrisé. Et donc, du coup, effectivement, de la clarté, avant toute chose. Alors, effectivement, ça me fait penser à une question qu'on n'avait pas évoquée. Tu parles, entre guillemets, d'acheter un BP. Ces phases de négociation, de dilution à un moment donné de capital, concrètement, comment ça se passe en fait? Parce que c'est vrai que souvent, certains porteurs de projets, certains fondateurs qui réalisent leur première levée ont plusieurs freins. C'est de dire, si je dois faire une levée, ça va diluer mon capital, mais j'ai aucune idée dans l'absolu de combien vaut ma boîte. J'ai peut-être un rêve, mais est-ce que ce rêve est proche de la réalité ou pas? On ne sait pas trop. Là-dessus aussi, comment vous vous positionnez? L'idée, c'est pas du tout de dire, nous on veut acheter tant de parts de capital, mais c'est peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe, parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou pour les premières levées, pour les premiers fondateurs qui partent sur cette levée-là. Bien sûr, effectivement, question essentielle aussi. Au niveau de la stratégie de valorisation, elle peut être définie, construite de différentes manières. Bien évidemment, et souvent sur des premiers tours de financement, sur des opérations en pré-seed ou en seed, on part tout simplement d'une ouverture du capital usuel qui va être entre 20 et 30%, pour qu'après ça reste profitable et équilibré entre les fondateurs, entrepreneurs et puis effectivement d'autres investisseurs qui pourront rentrer à des tours ultérieurs. Ou sinon, ça peut être effectivement une valorisation qui peut être définie, qui peut être construite avec un leveur de fonds ou un cabinet de M&A. Ou enfin, donc, et c'est la troisième possibilité, la troisième alternative, ça va être le fait de co-construire la valorisation avec les dirigeants. De mémoire, et tu me corriges Nicolas, il me semble que ça avait été co-construit justement avec la personne qui était là avant moi. Oui, enfin on avait discuté effectivement avec GSO, avec les autres investisseurs aussi, pour arriver à un chiffre qui paraissait cohérent. Non, mais c'est vrai que c'est un point que l'on évoque peu. Alors bien entendu, c'est quelque chose de propre à la négociation, mais c'est vrai que souvent les entrepreneurs ont au début un petit peu de mal à se dire combien je suis prêt à lâcher et surtout quelle est la valorisation. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe et c'est intéressant aussi de savoir que c'est quelque chose qui se co-construit. Parce qu'on pourrait imaginer peut-être que pour un premier tour, l'investisseur a peut-être plus de maîtrise sur la négociation. Or, voilà, c'est intéressant de savoir que c'est quelque chose qui se co-construit. Et donc, c'est quand même quelque chose de rassurant aussi pour ces entrepreneurs-là. Super. On va passer sur un autre thème. Aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus d'un an que la levée s'est closée. Bon, donc aujourd'hui, comment se passe votre relation que vous apporte GSO en plus? Enfin, voilà, il y a effectivement cette phase d'investissement, mais maintenant, comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez en plus avec GSO? Alors, déjà, peut-être petit point qui, contrairement aux deux autres que j'ai cités, n'est pas forcément un bien ou pas forcément un mal, mais que là, pour le coup, si on savait que ça prenait du temps, on savait qu'il y avait des coûts, on n'avait pas forcément anticipé une chose, c'est que l'interlocuteur peut changer. Donc j'imagine que ça reste rare, mais c'est quelque chose aussi à savoir, puisque c'est important. On discute avec des personnes, on échange et derrière,
quand on a un investisseur moral, contrairement aux personnes physiques, le représentant peut changer. Donc ça, c'est juste un point à garder en tête. Après, pour répondre effectivement plus directement, aujourd'hui, ça se passe bien. Voilà, Romain nous fait passer des éléments de veille stratégique, fait des mises en relation et participe donc à notre comité d'orientation stratégique qui a lieu tous les 3 mois, où on peut se poser un peu plus et discuter vraiment de l'organisation d'entreprise, du cap que l'on prend. Ok, super. Donc, Romain, tu as pris en cours la relation Axonote. Donc, GSOI reste un partenaire engagé qui suit ses participations. Et sur ce point-là, c'est quand même super important. GSOI n'est pas là, comme tu l'as dit, dans la présentation simplement que pour être un investisseur. C'est un investisseur qui suit, qui donne les moyens à ses participations de croître. On le voit avec ce qu'a dit Nicolas sur l'apport de données, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants et qui font que avoir GSOI comme investisseur, c'est une valeur ajoutée et il y a des plus? Oui, bien sûr. Alors, de manière générale, aujourd'hui, tous les fonds d'investissement le diront, on ne peut pas se limiter, on ne peut pas se cantonner à l'apport financier, il faut que ça aille au-delà. Et donc, ça se traduit par un accompagnement qui est stratégique et opérationnel. Alors, ça peut être effectivement, comme l'a dit Nicolas, un ensemble de mise en relation. Ça peut être avoir recours de manière générale à un ensemble d'intervenants, ou ce qu'on pourrait qualifier d'experts, qui vont être internes ou externes, en l'occurrence au groupe Crédit Agricole, internes ou externes au réseau du Crédit Agricole également. Et ça va intervenir sur différentes thématiques. Ça va être des thématiques qui vont être liées à la gouvernance, des thématiques qui vont être liées à l'accélération de l'innovation, aux performances commerciales et logistiques, le fait de recruter différentes ressources clés, notamment en dressant ou en réfléchissant ensemble au package qui peut être proposé en fixe, en variable ou avec d'autres avantages numéraires en nature. Ça peut être également le fait de réfléchir à des opérations de croissance externe, à des levées de fonds, en construisant ou en co-construisant, en réfléchissant ensemble au BP selon différentes sensibilités, différents scénarios. Ça va être des mises en relation effectivement business, puisqu'on essaye aussi d'être facilitateur de business, ou encore mettre en relation avec le moment venu des cabinets de M&A, donc des leveurs de fonds, si effectivement il y a une levée de fonds ultérieure à penser. Et donc le but, effectivement, cette idée, c'est d'agir vraiment sur ces différents leviers qui potentiellement ne sont pas assez exploités, tout simplement pour agir et tirer la croissance et la rentabilité de la société. Et donc, par rapport à ce que tu dis aussi, l'idée, c'est que vous contribuez, bien entendu, à la croissance, mais aussi dans une volonté, dans un second tour, de toujours être présent. Ça, c'est un point important pour GSOI. Effectivement, c'est quelque chose que l'on peut étudier, oui, tout à fait. Le but, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que nous soyons sans contrainte au niveau de la durée d'investissement, et ça se traduit aussi par un engagement sur plusieurs tours. D'accord, ok. Donc ça se rapproche un petit peu des fonds Evergreen, c'est un petit peu ça hein? Tout à fait, ouais, effectivement, c'est une terminologie anglo-saxonne auquel on adhère totalement, qui a émergé, je pense, dans les années de 2015. Et le but est de dire que nous n'allons pas avoir de contraintes au niveau de la durée d'investissement, puisqu'en général, un fonds d'investissement, un véhicule d'investissement va avoir une certaine durée dans le temps. Il va être liquidé au bout de 8 à 10 ans, donc il faut le savoir. Et ça peut potentiellement arrêter un calendrier lors d'une prise de participation de la part de ces fonds. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Donc il n'y a pas de calendrier arrêté. On n'est pas bloqué justement par le fait de sortir à un horizon qui va être déterminé. Et donc du coup, on l'a dit tout à l'heure, ça permet d'instaurer un climat de confiance et un équilibre dans l'actionnariat pour un développement durable de la société. D'accord. Et alors justement, peut-être ce point aussi de la sortie, donc on se projette bien plus loin. Premier tour, deuxième tour, à un moment donné, la question se posera. Pareil, c'est quelque chose qui se fait d'un commun accord, notamment, je suppose, par rapport aux valeurs de GSOI, tu l'as dit, mais est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur la sortie d'un fonds, soit de GSOI ou soit en général, parce que ça peut être intéressant? Oui, alors en l'occurrence pour GSOI, effectivement, pour l'instant, c'est un peu difficile vu qu'on a un peu plus de 2 ans d'existence, mais effectivement, c'est quelque chose qui est arrêté lors du pacte d'actionnaires, le fait effectivement de définir ensemble d'un horizon de sortie, un horizon de liquidité,
Cet événement de liquidité peut se traduire de différentes manières, donc jusqu'à l'introduction en bourse, effectivement. Tous les modèles, toutes les alternatives sont souhaités. Effectivement, le but est de s'entendre, et ça, c'est très important, c'est de se mettre autour de la table et d'en discuter le moment venu. Donc GSOI sortira quand vous rentrerez en bourse, alors c'est ça. On verra, mais oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour ces sujets-là. C'est quelque chose, c'est un sujet auquel vous pensez ou pas du tout à aujourd'hui? On y pense de temps en temps comme ça, mais c'est clairement pas le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment se concentrer sur la croissance, de continuer à avancer. Effectivement, voilà, comme la levée de fonds s'est déroulée il y a 1 an à peine, on se pose de temps en temps la question, mais sans vraiment la creuser aujourd'hui. Ok, donc si on se projette un peu plus, quelles vont être les prochaines étapes pour Axonote, avec une année 2020 un peu particulière effectivement, mais voilà, vous avez forcément une vision puisque c'était le point essentiel que l'on a évoqué. Donc voilà, vos prochaines étapes, ça va être quoi? Bien sûr. Alors oui, effectivement, cette année a été un petit peu compliquée, mais on a quand même, je pense, beaucoup de chance dans le sens où ça a simplement ralenti la croissance. Voilà, on n'a pas de perte ou vraiment de catastrophe. On continue à recruter de très nombreux clients. Là, sur le mois de la rentrée, on devrait faire notre nouveau mois record. Donc on continue à avancer dans ce sens. Et clairement, l'objectif là pour fin 2020-2021, c'est d'avancer dans ce sens, d'avoir une croissance vraiment une croissance forte, et l'an prochain de se poser la question effectivement de la suite, on va dire, au niveau des levées de fonds ou des opérations de ce genre. Mais voilà, on ne va pas lever pour lever, on lèvera quand on aura défini vraiment pourquoi on lève. Donc on se concentre sur les clients, l'acquisition de clients et puis le développement de votre chiffre d'affaires. Exactement, voilà, tout à fait. On continue à développer de nouvelles fonctions. On voit que aujourd'hui, la solution, justement dans ce contexte un peu particulier, permet de travailler à distance, permet aux équipes de ne pas perdre d'informations entre elles puisque tout est centralisé au même endroit. Chacun peut travailler de chez soi. On ajoute des fonctions, notamment pour les comptables, pour fluidifier vraiment la transmission d'informations depuis le départ jusqu'à la fin, jusqu'au comptable. Et vraiment, voilà, on se focalise sur nos clients et sur s'occuper de nos clients, tout simplement. Okay. Romain, pareil pour GSOI, donc une année, effectivement, on l'a dit, c'est pas la peine d'y revenir, particulière, mais justement, comment GSOI a suivi ses participations? Voilà, on l'a dit, un partenaire engagé, un partenaire présent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur je dirais, l'apport de GSOI pendant cette crise du Covid? Et pour aller aussi un peu plus loin, est-ce que cette crise-là a pu à un moment donné influencer je dirais, vos stratégies ou vos futures participations? Alors oui, effectivement, il faut savoir que la priorité a été donnée nécessairement à nos sociétés de participation pendant le confinement et pendant la crise. On a communiqué au quotidien, régulièrement justement, sur des informations qui nous ont été données de la part de différents organismes, alors que ce soit en interne ou en externe. Informations qu'on a bien évidemment communiquées à nos sociétés de participation, que ce soit d'un point de vue financier, sur ce qui allait être fait de la part de l'État, notamment avec BPI France, on l'a vu avec les PGE. Ou encore effectivement au niveau des mesures gouvernementales qui ont été mises en place d'un point de vue social, fiscal ou encore financier. Au-delà de ça, c'est des informations marché pour essayer de se projeter malgré l'incertitude, malgré le manque de visibilité sur un environnement économique qui est de plus en plus complexe, où pour certains, selon le secteur d'activité, il y avait carrément, aucune visibilité sur le Q3 ou le Q4. Donc effectivement, ces études de marché leur ont permis effectivement de se projeter et d'écrire de nouveaux scénarios. Et donc un nouveau BP pour tenir, la tempête le temps que ça aille mieux. Et est-ce que vous pensez que
que cette crise peut être un accélérateur pour certaines sociétés, notamment dans la tech ou la health tech aussi. Voilà, il y a beaucoup je pense que l'écosystème des startups, de l'innovation est très agile et a su s'adapter. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'on peut avoir ton avis là-dessus? Oui, bien sûr. Au niveau des investissements, on l'a vu, ça a permis de faire émerger de nouveaux comportements, de nouveaux usages sur la façon de s'alimenter. Là, je pense à la levée de fonds de la belle vie, de la façon de se former ou encore de travailler. Et là, je pense à une levée de fonds qui s'est faite récemment qui s'appelle Maria Schools sur la formation en ligne. Ça peut être sur effectivement une nouvelle façon de voyager pour consommer de manière éthique, plus durable et plus locale, ou encore une nouvelle façon tout simplement d'interagir entre nous de manière digitale. Et donc du coup, je pense que beaucoup d'entreprises s'en sont rendues compte pendant la crise. La transformation digitale est un enjeu crucial pour les sociétés et c'est la solution la plus adaptée aujourd'hui pour répondre à cet environnement économique complexe et incertain. Okay, super. Nicolas, Axonote a contribué pendant cette crise du Covid. Qu'est-ce que vous avez apporté à vos entreprises clientes? Alors, effectivement, c'est nos clients qui le disent, c'est pas nous. La solution leur a permis effectivement de travailler tout simplement en télétravail. On a tous été plus ou moins forcés de faire cette bascule. Et on a eu beaucoup de retours de nos clients qui n'opéraient pas de cette façon-là, mais qui ont pu s'adapter au mode télétravail assez simplement, puisqu'en fait leur routine n'avait pas changé. Ils gardaient le même outil, ils gardaient Axonote, que ce soit au bureau ou à la maison. Donc vraiment, sur cette partie-là, on a pu apporter ça à nos clients actuels. Et on le disait, c'est un environnement incertain, qui bouge, qui change. On a aussi commencé cet été à publier un observatoire de la trésorerie et des impayés sur les TPE et les PME, sur le vrai tissu économique français, puisqu'au final, ce sont les TPE, les petites PME qui représentent la majorité. Et voilà, c'est une information qu'on publiera tous les mois de toute façon et qui, on l'espère, permettra de suivre l'impact et l'efficacité des mesures qui sont prises. Donc de vraies remontées terrain et voilà, une agilité encore un plus pour vos clients et donc voilà, une façon d'identifier Axonote comme une solution agile et de référence, quoi. Voilà, tout à fait, et vraiment du concret, de l'opérationnel. On veut vraiment accompagner les entrepreneurs au quotidien. Écoutez, déjà, merci à vous deux pour ces échanges. On va passer un peu à la phase de questions-réponses, donc questions qui nous ont été posées. Donc je ne sais pas si donc on en a quelques-unes. Alors pour Romain, tu en as un petit peu parlé, mais on revenait un petit peu sur la durée moyenne, encore une fois. Ça a l'air d'être un sujet qui importe. Donc, tu en as déjà parlé, mais voilà, si tu peux juste compléter que vous n'êtes pas pressé de sortir, en quelque sorte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, pas de contrainte au niveau de la durée d'investissement. Après, j'insiste également dessus. S'il y a un événement de liquidité, on le regarde nécessairement ensemble avec les dirigeants et on voit effectivement si c'est une option à saisir. Autre question sur plus le process interne. Donc là aussi, tu l'avais évoqué dans la presse, mais peut-être plus y revenir dessus. Comment vous décidez d'investir dans une entreprise chez GSO, donc plus le process de décision un petit peu interne? Tu peux nous revenir sur les différentes étapes? Oui, bien sûr. Donc première étape, effectivement, ça va être le dossier qui va arriver par différents biais. Ça peut être par un cabinet de M&A, par un leveur de fonds, tout simplement par le dirigeant qui va nous envoyer son dossier sur notre adresse mail qu'on pourra communiquer après. Donc les canaux effectivement sont multiples. On regarde le dossier, on s'assure dans un premier temps de l'éligibilité du dossier selon notre politique d'investissement sur les grands aspects, les grands axes. Après, donc, il y a une prise de contact, bien souvent avec un premier échange téléphonique et potentiellement 1 voire 2 rendez-vous. À l'issue de quoi, le but est d'en discuter en comité d'équipe pour statuer sur ce qu'on appelle un go-no-go. Donc le fait effectivement d'approfondir sur un dossier, sur une opportunité d'investissement en vue de le présenter en comité d'investissement. Et donc cette période-là, en général, va durer
entre 2 et 4 mois, donc on va dire en moyenne 3 mois. Un peu plus concrètement, pour que nos auditeurs s'en rendent compte, dans ces comités d'équipe, dans ces comités d'investissement, quelles sont, je dirais, les personnes physiques ou morales qui participent, simplement pour que ce soit un peu plus concret? Bien sûr, donc l'ensemble des directeurs de participation du groupe Grand Sud-Ouest. D'accord, okay. Très bien. Donc, des experts. Exactement. Ok. Il y avait une question sur le nombre d'investissements aussi. Oui, aujourd'hui on a une dizaine de sociétés de participation sur la partie Grand Sud-Ouest Innovation. D'accord, ok, super. Ok pour ça. Et puis peut-être une dernière question pour Nicolas, peut-être. Aujourd'hui, donc, on a parlé des étapes, on a parlé de la stratégie. Vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur, voilà, vous imaginiez en si peu de temps être à ce niveau-là ou pas? C'est une question compliquée parce que effectivement, quand on regarde derrière, on est fier du chemin parcouru. Quand on regarde devant, on voit qu'il nous reste tellement de choses à faire. Et donc voilà, j'ai envie de dire ça aussi, mais c'est un peu comme beaucoup de choses, hein, quand on est entrepreneur. On est content, on n'est pas content, ça aussi, selon la direction, selon ce qui se passe, selon là où on regarde. Mais non, je pense que clairement, au début de l'aventure, en 2017, quand on a vraiment commencé, on n'osait pas espérer avoir un tel retour du marché, hein, tout simplement. On avait envie d'y croire. Forcément, on y croyait, sinon on se serait pas lancé. Mais c'est vrai que non, on se serait pas projeté là comme ça, de façon concrète, quoi. Romain, un dernier mot peut-être sur l'écosystème local. Donc tu es à cheval entre, je dirais, Bordeaux et Toulouse. Voilà, tu nous confirmes que l'écosystème est super dynamique? Oui, super dynamique, hein. Il y a vraiment une vraie mouvance tech, hein. La preuve en est, effectivement, Grand Sud-Est Innovation a été créé en 2018 du fait de cette activité, de ce dynamisme sur ce bassin, avec une volonté de créer vraiment un troisième pôle après la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes Centre-Est, donc autour de Bordeaux et Toulouse. Et plus généralement, pour rebondir effectivement sur cette semaine de la mêlée numérique, je voulais peut-être terminer sur effectivement la transformation digitale, qui est essentielle, qui est cruciale aujourd'hui pour les entreprises. Et je vous conseille vivement d'écouter les chroniques de Jean-Luc Raymond de France Numérique, qui est une initiative gouvernementale qui est sous l'égide de la DGE, Direction Générale des Entreprises, et qui a pour but de faire passer des messages, l'ensemble des initiatives qui ont été prises par des TPE, des PME françaises en matière de transformation digitale, et donc des TPE, PME qui ont pris effectivement le virage numérique et qui en sont très contents puisque ça les a impactés positivement dans leur environnement. Et je pense notamment à une des dernières chroniques qui est sortie, je crois la semaine dernière, qui met à l'honneur un entrepreneur du nord de la France et qui a su vraiment booster et développer sa présence web en ligne. C'est une des chroniques qui vont durer 10-15 minutes et qui mettent vraiment en avant les bienfaits de la transformation numérique. D'accord. Donc vous voyez encore une info, livrée par GSOI, donc voilà, un partenaire présent, engagé, qui a la volonté d'accompagner ses participations en vue de la croissance et en vue du succès. Donc tout ça pour vous dire que il ne faut pas hésiter à te contacter, Romain. Je pense que dans la présentation, il y avait ton adresse email, mais je vais la rappeler. Donc, on peut te contacter sur ton adresse rfebvre, FEBVRE, @gso-innovation.com. Donc voilà, tu es disponible, bien entendu, pour sourcer, pour échanger avec les porteurs de projets. Pour les investissements plus classiques, plus bancaires, plus traditionnels, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne mon adresse, donc nicolas.palomba@ca-toulouse31.fr. Et donc, je vous remercie, Romain et Nicolas, pour cet échange. Merci beaucoup.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours au Quai des Savoirs, dans le cadre de la mêlée numérique, pour un barcamp financement. Donc là, on était sur l'accompagnement en fonds propres, plutôt le haut de bilan. On se verra demain sur une stratégie un peu plus globale, où il y aura effectivement plusieurs acteurs dans ce barcamp. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous très bientôt lors d'un prochain café de l'innovation organisé par la Banque de l'innovation du Crédit Agricole. Le thème sera l'accompagnement et le développement à l'international pour les entreprises innovantes. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.